Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous, Discordiens et Discordiennes des Patriotes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec une compagnie bien particulière qui est celle de Claude Janvier, que j'ai eu la chance de rencontrer déjà l'année dernière. Et puis, vous allez apprendre à connaître Claude pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Écrivain, essayiste, polémiste, enfin, tout. Il a tout du poil à gratter politique intéressant pour nous alimenter ce soir sur sa vue de notre société, sur son analyse politique. Et voilà, donc Claude, je suis très heureux de t'accueillir sur le salon de conférence du Discord Les Patriotes. Euh, Discord que nous avons lancé en septembre l'année dernière et qui depuis a dépassé les 1200 membres. Et donc c'est un plaisir au fur et à mesure de nos conférences et de nos soirées de rencontrer toujours plus de monde. Donc voilà, je vais te laisser te présenter succinctement avant qu'on aborde les sujets d'actualité qui sont riches. Que tu nous parles du déclin de la France et des raisons du déclin de la France, en nous disant un petit peu qui se cache derrière tout ça et pourquoi on en est là, à qui profite le crime. Et puis, de temps en temps, en fonction, on prendra une ou deux questions du chat. Donc, si pendant l'exposé de Claude, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on passera vos questions. Voilà. Claude, merci et je te laisse la parole pour te présenter auprès de tout le monde. Eh ben déjà, merci Christophe de m'avoir invité. Merci aux patriotes et merci à tous d'être présents. Et puis, voilà. Et on continue, on ne lâche rien. Voilà. Ceci étant posé, me présenter, ma foi, tu l'as fait, hein. Donc, Claude Janvier, ça c'est sûr. Écrivain, essayiste et chroniqueur aussi. 20 ans que j'écris. Et j'étais au départ plus spécifiquement axé sur des billets d'humeur. Et puis, à partir de 2019, j'ai coécrit mon premier livre avec mon ami Jean-Louis Zambert, qui est sorti fin 2020, Le virus et le président. Et puis on a continué. Lui, il a continué à écrire parce que lui, il écrit. Il a déjà au moins, je pense, une quinzaine d'ouvrages à son actif. Et quant à notre association, lui et moi, on en a trois, notre actif, dont le dernier, l'Abandon français, qui vient de sortir. Là, il est sorti le 11 février. Et puis entre les deux, j'ai sorti moi-même Les Démasqués sur l'oligarchie financière mondiale apatride en septembre 2023. Et en mai l'année dernière, nous avons sorti avec un autre ami, François Lagarde, L'État profond français. Voilà, et là, on continue à dénoncer ce qui mérite de l'être, d'ailleurs. D'accord. Et qu'est-ce qui explique que même à la base, tes billets d'humeur, en fait? Comment en es-tu venu écrire des billets d'humeur? Et puis, bon, tu nous expliquais comment tu as sauté le pas, mais qu'est-ce qui fait que voilà, de s'énerver ou d'analyser tout seul des situations, non? On veut les partager et on veut partager ses coups de gueule. Je vais essayer d'être court, mais en réalité, je suis un rebelle depuis 1974. Bon, date à laquelle j'ai 20 ans en 74, ça me rajeunit pas, hein. Mais bon, c'est malheureusement la réalité de la vie, on prend un peu d'âge. Et donc, j'ai 20 ans en 74 et je fais mon service militaire obligatoire, à mon grand regret, parce que j'ai toujours été contre cela. Bon, à l'époque, pas le choix, je le fais. Et on m'envoie à Tahiti. Bon, sur le coup, et je me suis dit, 20 ans, Tahiti, c'est top. Le soleil, la mer, les vainés, ah là là. Bon, effectivement, il y avait ça. Mais il y avait aussi l'explosion d'une bombe atomique, comme chaque année, sur l'atoll de Mururoa, au-dessus de l'atoll. Et cette année-là, pour vous la faire courte à tous ceux qui écoutent, cette année-là, l'explosion a eu lieu, mais les météorologues n'avaient pas prévu que des vents violents allaient rabattre le nuage radioactif sur Tahiti et l'archipel des Tuamotu, contaminant 160 000 personnes à leur insu, moi y compris.
D'accord. Alors, le haut commandement militaire, c'est-à-dire l'amiral en chef qui commandait tous les corps militaires d'armée là-bas, et Dieu sait s'il y en avait, puisqu'il y avait donc la marine, il y avait les parachutistes, il y avait la Légion étrangère, enfin tous les... Bon, bref, de toute façon. Et donc, lui, très certainement, l'amiral avec beaucoup d'officiers supérieurs se sont protégés, ça c'est clair, parce qu'en fait, en cas de radiation nucléaire, de retombées radioactives, en fait, pour le coup, il y a trois choses à faire. Il faut, Iode. pour le coup, rester confiné, c'est-à-dire il ne faut pas sortir de chez soi, ça c'est clair. Pour le coup, ça c'est obligatoire. Pendant 3 4 jours, le temps que ça retombe, Le temps que le nuage tombe, c'est ça? voilà, le temps que le nuage tombe. Il faut surtout pas boire d'eau du robinet parce qu'elle peut être contaminée, donc il faut avoir de l'eau en bouteille chez soi et il faut avoir des pastilles d'iode. Iode. Rien de très compliqué, mais donc eux, ils l'ont fait pour eux, voilà, mais ils n'ont pas du tout averti ni la population civile, ni la population militaire, c'est-à-dire les hommes de troupes, etc. Bilan de l'action, 160 000 personnes donc contaminées à leur insu, et quand on est rentré avec des amis, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des choses qui tournaient pas rond. Je vous passe les détails, les cancers foudroyants, les maladies diverses et variées, et des tests aussi que certains de mes amis de l'époque ont réalisés. Ils se sont aperçus que tous étaient stériles. Ah oui. Voilà, moi y compris. C'est-à-dire, moi, j'ai pas jamais pu avoir d'enfant. Et donc, ça a été la séquelle que je me suis pris. Merci la bombe atomique, merci l'État français, merci le haut commandement militaire. Donc voilà. Donc, à partir de là, ma conception du monde et surtout de l'État et des dirigeants a totalement changé. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, je n'étais pas spécifiquement axé sur un côté rebelle. Ah, là, une fois que j'ai été confronté à cette situation, je me suis dit, il y a quelque chose de pourri au sein des gouvernements et des hauts commandements. Donc voilà. Donc après, je ne veux pas vous raconter Et à 20 ans, quand on la commence vie, sa mais vie, ce sont des faits marquants et qui forgent le caractère, quoi. absolument. Donc D'accord. après, bon après, il a fallu travailler. Donc avec mon épouse, bien entendu, on a travaillé, mais pour gagner notre vie. Mais donc il y a 20 ans en arrière, j'ai décidé d'extérioriser tout cela. Et le bon moyen que j'ai trouvé, c'est l'écriture, parce que l'écriture, effectivement, peut permettre d'exprimer tout un tas de pensées, d'opinions, et surtout de montrer à une majorité de gens que des faits existent et que des preuves existent, etc., etc. Voilà. Oui, plutôt que En chacun gros, reste dans le mutisme avec son problème, au moins, ça permet de s'allier, de faire des collectifs et puis, de partager, en fait, un problème commun, quoi. D'accord. Alors maintenant, si on revient, au sujet qui nous intéresse ce soir et à l'actualité, plus que brûlante, tu vas nous parler du déclin de la France et comment justement à partir de tes expériences et de tes analyses, voilà, d'où tu tires le déclin de la France et comment tu l'analyses? le déclin de la France, il a commencé avec le départ du général de Gaulle. Alors pour synthétiser un peu tout ça, 1917, les USA mettent le pied en Europe. C'est-à-dire que là, ils sont pas venus, ils sont venus soi-disant pour nous aider, mais en réalité, ils sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour mettre le pied en Europe réellement et pour commencer à exercer de plus en plus de contrôle sur les pays européens et, et pour les contrôler et pour mieux les piller. Bon. Donc, ensuite, il y a eu 39-45. Donc, les États-Unis, en 1940, suite à la débâcle donc de l'armée française et anglaise, Washington a pris secrètement des contacts avec le gouvernement de Vichy parce qu'évidemment, ils savaient que quelque part, tôt ou tard, ils allaient gagner la guerre. Et donc, les tractations avec le gouvernement de Vichy à l'époque, c'était pour établir un protectorat à la fin de la guerre 39-45. Donc, le projet a été vraiment établi avec
de la fausse monnaie qui a été imprimée, c'est-à-dire c'était le franc dollar qui s'appelait AMGOT, AMGOT, c'est un acronyme, hein. Mhm. Et donc à la fin de la guerre, ben voilà, les Américains qui étaient là, ben, ils sont arrivés au siège du gouvernement français et ils sont arrivés avec les valises pleines de leur monnaie de singe. Et ben voilà, coucou, bonjour, on vient établir donc un protectorat en France. Et d'ailleurs, faire un protectorat, ça ne s'étendait pas uniquement à la France, puisque effectivement leur but c'était de l'étendre à tous les pays européens. Le général de Gaulle, lui, quand il est arrivé au pouvoir, a dit il est hors de question, mais là vraiment hors de question que j'accepte ça. Il n'avait pas fait tout Et ça pour donc, ça. voilà, il a bouté donc les Américains hors de ce projet et il a bouté les Américains définitivement hors de France en 1966, puisqu'en 1966, il nous a sortis de l'OTAN. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après lui, tous les présidents qui ont été à la tête de notre pays ont été des atlantistes. Tous. De Pompidou à Emmanuel Macron, tous ont été pro-anglo-saxons, pro-américains. Pompidou nous a amené la loi 1973 dite de Rothschild, hein, qui a mis, pour faire court, l'État à l'époque français pouvait emprunter à la Banque de France quasiment à taux zéro, et après, c'était plus le cas. Donc la France est rentrée dans un système d'endettement. Et après, on a eu Giscard qui a établi l'Europe avec quand même des anciens. Parce que l'Europe a été établie en fait avec déjà un ancien nazi, hein, faut le savoir, qui a été d'ailleurs récupéré et complètement protégé par les USA. Et ensuite, on a eu Schuman qui était ministre sous Pétain. On en a eu un autre qui était aussi agent de la CIA. Enfin bon, bref. Et ce sont ces gens-là qui ont établi donc les traités, les premiers traités et l'établissement de l'Europe. Mais donc la dégénérescence de la France a commencé bien évidemment à cette période. Mais là où ça a pris un tour vraiment impressionnant, c'est à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui lui a déjà réintégré la France dans l'OTAN, quand même. Il a trahi les Français lors du référendum sur le traité de Lisbonne, puisque les Français majoritairement avaient dit non. En Et en 2005. fait, Nicolas Sarkozy, quand il a accédé au pouvoir avec François Fillon, il a, il a, il est passé par-dessus le nom des Français en disant, écoutez, non, non, oui, voilà, nous, on accepte la signature du traité de Lisbonne. Donc, trahison. Déni de démocratie, bien entendu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie. De toute façon, la démocratie, je me suis toujours demandé si ça avait apporté vraiment grand-chose en France ou ailleurs, d'ailleurs. Mais enfin, bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais et ensuite nous avons eu François Hollande qui a continué donc cette politique du pire. Et pour en arriver à Emmanuel Macron, qui est quand même le fossoyeur de la France, hein, force est de constater que depuis qu'il est là, depuis 2017, eh bien toutes les grandes entreprises que nous avions ont été bradées de plus en plus. Je fais référence ici à Alstom, mais quand on voit toutes les grandes entreprises qui se sont éteintes petit à petit, comme Rhodia, ArcelorMittal, ça c'était, je pense, sous Hollande, etc. Mais bref, ce triumvirat de l'enfer, ce sont des paroles d'ailleurs qui n'engagent que moi, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, ça n'engage pas les patriotes, mais ça n'engage que moi. Ce triumvirat de l'enfer nous conduit aujourd'hui à la situation que nous avons, qui est une situation catastrophique, avec un taux d'endettement de la France qui se situe à peu près à 7 000 milliards d'euros, parce que le fameux chiffre de 3 200 milliards est vrai, sauf que ce qui n'est pas jamais pris en compte, et pourtant il faut le prendre en compte, c'est les dettes, les créances de l'État en cas de défaillance. Ah Et oui. c'est-à-dire ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire ce n'est pas, c'est pratique, c'est pas inscrit au bilan, mais il y a 3 800 milliards d'engagements de l'État en cas de défaillance, par exemple, des caisses de retraite militaires, des caisses de retraite fonctionnaires, etc., etc. Et ça, c'est quand même une dette. Donc, quand on ajoute les 3 800 milliards aux 3 200 milliards de dettes, on en arrive à la somme vertigineuse de 7 000 milliards de dettes.
Donc on en arrive à une situation catastrophique. Emmanuel Macron, en plus, est un chef de guerre. Il se pose en chef de guerre. Depuis qu'il a été élu, d'ailleurs, il est en guerre. De toute façon, il a été en guerre contre les Gilets jaunes, il a été en guerre contre un virus, et maintenant il est en guerre contre la Fédération de Russie. Il se poserait bien en chef de guerre incontesté de l'Europe, d'ailleurs, qui de plus en plus est une Europe fédérale, hein, des nations. Ça veut dire que de moins en moins, chaque pays européen, d'ailleurs, a son indépendance culturelle, sociale, etc. Et de plus en plus, on se dirige vers un État fédéral européen et bientôt avec tout le budget qui est en train d'être voté. D'ailleurs, aujourd'hui, l'actualité est assez riche puisque aujourd'hui, 20 mars, se sont réunis à Bercy, donc Éric Lombard, le ministre de l'économie, avec le ministre des Armées, le Cornu, mais aussi des investisseurs privés et financiers. Et aujourd'hui, ils vont lancer un emprunt avec un minima de 500 euros jusqu'à quelques milliers d'euros pour effectivement financer la défense. Mais qu'on ne se leurre pas, c'est au-delà de cela, le but non avoué d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer et de Friedrich Merz, nouvellement élu, et d'Ursula von der Leyen, le quatuor satanique, comme je pourrais les appeler. Encore une fois, ce sont des paroles qui n'engagent que moi. Et bien évidemment, vont nous amener parce que c'est leur but, vont nous amener dans une Europe fédérale avec des mercenaires lourdement armés. Parce que c'est ça ce qui va se passer. C'est-à-dire que tout ce budget qui est voté va alimenter, bien entendu, va faire tourner les usines d'armement à plein régime. Ça, c'est d'une évidence absolue. Mais en même temps, ils vont recruter des mercenaires qui vont être lourdement armés et lourdement payés. Donc, c'est vrai que on est dans une situation aujourd'hui qui va aller malheureusement, là, on est au fond du gouffre. Et il va falloir vraiment qu'une majorité de gens aient conscience de cela et que cette majorité finisse par se réveiller. Parce que je pense qu'il va être de plus en plus urgent de le faire et donc de sortir de Bruxelles, de sortir de l'Europe. Hein. Bah, c'est ce que les patriotes poussent et c'est ce que je pousse aussi, c'est du Frexit. Hein. C'est sortir de ce carcan qui obéit au doigt et à l'œil donc à l'oligarchie financière mondiale, la patrie anglo-saxonne. Il Allez, faut justement, ma vraiment. question, de savoir, derrière tous ces présidents qui ont trahi la France, d'ailleurs, on peut noter au passage que Sarkozy a enlevé à l'époque quand même la peine pour haute trahison, Oui, aussi. ce qui est quand même scandaleux, parce qu'en fait, ils se sont tous protégés pour après. C'est comme l'auto-immunité de Biden pour les crimes à venir. Mais c'est vrai que Sarkozy, en enlevant la haute trahison, finalement, leur a laissé un boulevard pour faire ce qu'il voulait jusqu'à aujourd'hui Macron. Euh, Absolument. et comme voilà, donc derrière finalement ces présidents qui ont collaboré, qui tire les ficelles? Eh bien, on en arrive toujours à la haute finance internationale, puisque de toute façon, en matière d'enquête, ce qui est très intéressant, il faut toujours aller chercher où va l'argent et à qui ça profite. Et en réalité, le problème de la haute finance internationale, c'est qu'elle a changé de visage. C'est-à-dire qu'en l'espace de allez, 30-40 ans, ça, ça, le paysage de cette haute finance internationale a complètement été remodelé, a complètement changé avec l'émergence de méga groupes de la finance internationale que tout le monde connaît. Le numéro 1 étant BlackRock, le numéro 2 étant Vanguard et le numéro 3 étant State Street. Alors, pour faire court, BlackRock, c'est quoi aujourd'hui? C'est 10 000 milliards d'actifs, ce qui est énorme. C'est donc un hedge fund, ce qu'on appelle en français, c'est un fonds vautour, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des participations dans des entreprises, mais non pas pour les aider, mais pour en sucer, je dirais, leur substantifique moelle. Ils font travailler de l'argent de millions d'investisseurs. Ils ont BlackRock à 5000 ordinateurs branchés en réseau, il faut le savoir, ce qui est un supra-logiciel qui répond à l'acronyme d'Aladin.
Alors Aladdin, c'est un acronyme, donc ça signifie Assiette, Liability, etc., etc. Mais ce qui est malin de la part de BlackRock, c'est qu'ils ont réussi à faire coller cet acronyme à la légende merveilleuse du fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un génie qui va lui exaucer tous ses désirs parce que c'était la légende merveilleuse d'Aladin. Et bien ils ont réussi à faire coller leur super logiciel avec cette légende merveilleuse, ce qui fait que dans le subconscient collectif, bah, quand on parle d'Aladin, ah bah oui, Aladin, c'est sympa, c'est merveilleux. Sauf que là, c'est pas du tout merveilleux puisque c'est BlackRock et ces 5000 ordinateurs branchés en réseau sont gérés par 2500 employés donc de BlackRock et font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. C'est-à-dire qu'à l'heure où je parle, là, ces 5000 ordinateurs qui sont en fait des robots écrèment les bourses internationales. La moindre hausse, ils prennent, la moindre baisse, ils se retirent, ce qui fait qu'ils engrangent des millions et des millions de dollars. Et ils faussent effectivement toutes les bourses internationales. Ce qu'il faut savoir avec BlackRock, c'est que BlackRock est quand même actionnaire de toutes les grandes entreprises du monde entier, à part la Russie, où pour l'instant ils n'ont pas pénétré, à part la Chine, où ils n'ont pas pénétré toutes les sociétés chinoises. Mais pour le reste, ils sont quasiment présents partout. Et quand je dis présents partout, ils sont actionnaires donc de toutes les grandes entreprises. Par exemple, nos entreprises du CAC 40, ils sont actionnaires de toutes les entreprises du CAC 40. Ça, Mais qui dit ils ont au minimum actionnaire, 5 à 6%, c'est ça? Au minimum 5 à 6% des entreprises du CAC 40, c'est ça? voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 5 à 6%, quand on détient 5 à 6% d'une méga entreprise, on s'en assure quasiment le contrôle. Oui. Oui. Alors vous Et allez donc, me ils ont un dire, capital dilué avec les autres actionnaires. voilà, tu vas me dire que pourquoi? Eh ben, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple à comprendre. Il faut saisir l'astuce. Ça veut dire que comme ce sont des millions de dollars en jeu, avoir 5% de millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et si à un moment donné, BlackRock décide de ne pas être en accord avec les buts que va proposer un PDG d'une entreprise X, ça veut dire, écoutez, vous êtes gentil, mais nous, chez BlackRock, vos buts qui vont à droite, nous, on aimerait bien qu'ils aillent à gauche. Et là, le PDG, il sait qu'il n'a pas beaucoup de choix parce que s'il dit oui, pas de problème. S'il dit non, BlackRock dit très bien, bah nous, on vend nos actions demain. Alors là, ça devient compliqué parce que la personne, le PDG, sait très bien que son cours, les médias vont s'emparer de l'affaire et le cours des, des actions de cette société va dégringoler au plus bas. Donc, comme ces actionnaires, ces autres actionnaires à ce PDG vont se dire, eh oh, tu es gentil, mais nous, on n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour continuer à gagner. Donc, autrement dit, le PDG, il dit, très bien, on va faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un peu comme ça que BlackRock s'assure une certaine hégémonie dans énormément d'entreprises. Il faut savoir que BlackRock est propriétaire de tous les médias américains et BlackRock est actionnaire de tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Ça étonnera personne, hein, je pense. Voilà. Et BlackRock est actionnaire aussi de toutes les usines d'armement. Bah tiens donc, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'armement, là, eh bien, effectivement, oui. Ils sont actionnaires. Alors, le plus intéressant, presque, bon, BlackRock, c'est très intéressant de disséquer un peu, mais le plus intéressant, presque, c'est Vanguard. Parce que Vanguard, derrière, ce qui m'avait attiré l'œil à l'époque, c'est que, quand j'ai commencé à enquêter sur Vanguard, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Et je me suis toujours demandé, j'ai dit, mais quand même, c'est bizarre. Comment une entreprise qui gère à peu près 8 à 9 000 milliards d'actifs, parce que quand même, Vanguard, c'est pas rien, hein, c'est le numéro 2, comment une entreprise de cette taille et de cette importance ne puisse pas être cotée en bourse. Et en réalité, j'ai fini par découvrir en cherchant beaucoup que, en fait, qui a fondé Vanguard, ça s'est situé dans les années 75 à peu près, les années 70-75. Ce sont les 13 grandes familles les plus riches au monde qui ont fondé Vanguard. Et les 13 grandes familles les plus riches au monde qui sont hors cote, c'est-à-dire elles ne sont même pas classées dans le magazine Forbes, hein, il faut savoir. Et là, vous retrouvez qui? Eh bien, on retrouve la dynastie Rothschild, la dynastie Rockefeller, mais on retrouve Morgan Sachs, et on retrouve Vanderbilt, on retrouve la famille Orsini, on retrouve aussi la City de Londres, on retrouve Wall Street. Là, on retrouve la famille d'Angleterre aussi, parce que, évidemment, elle est à coquiner avec la City de Londres. Et on retrouve la famille Bush, qui récemment, a été cooptée, parce qu'ils se cooptent entre eux. Mais alors, ce qui est fou, c'est que donc Vanguard est contrôlé par le dessus par ces 13 grandes familles qui apparaissent nulle part, hein. On peut fouiller sur Internet, on va pas le trouver. En réalité, j'ai mis la main sur des
preuves et des documents qui prouvent que ce sont vraiment eux qui ont fondé au Vanguard. C'est expliqué dans mon livre Les Démasqués d'ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Vanguard, en revanche, est actionnaire de BlackRock. Ah, et là, tout s'explique. C'est-à-dire BlackRock est actionnaire de beaucoup d'entreprises. Vanguard est actionnaire de BlackRock, s'assure le contrôle de BlackRock. En même temps, Vanguard est actionnaire aussi de tous les grands labos, les labos pharmaceutiques, de toutes les usines d'armement et de beaucoup d'entreprises aussi internationales. Oui, Donc et on a les deux euh, monstruosités financières qui contrôlent quasiment toute la planète au niveau financier. voilà, et j'avais pu lire aussi, tu me confirmeras ou pas, mais aussi la mainmise sur la plupart des matières premières également, les carrières, les mines, partout dans le monde. Bien évidemment, bah tiens, à ce sujet d'ailleurs, BlackRock a quasiment s'est accaparé toutes les terres en Ukraine. Faut le savoir. Oui, BlackRock a racheté quasiment toutes les terres agricoles de l'Ukraine. Il faut quand même comprendre que les terres agricoles ukrainiennes sont des terres très riches, très fertiles. Et qui est le propriétaire aujourd'hui? C'est BlackRock. De quasiment, pas tout, mais facilement un bon 2 tiers ou un bon 3 quarts. oui, c'est pour ça que quand au début de la guerre en Ukraine, on disait qu'il fallait acheter des œufs ukrainiens pour soutenir les petits paysans ukrainiens, bon, je pense qu'il ne fallait pas être dupe trop longtemps quand même. Du grand pipeau. Voilà. Du grand pipeau. Donc voilà comment ça marche. Alors le problème, c'est qu'on est sous la coupe de cette oligarchie financière mondiale. Et là, ça devient compliqué. C'est compliqué. Parce que même si un Donald Trump qui est en train de s'interposer entre l'État profond, le deep state américain, mais il a quand même cette oligarchie qui est présente. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça pourrait le laisser supposer. Donc effectivement, c'est très courageux de s'y attaquer de sa part, mais c'est pas facile. D'autant plus que Donald Trump fait face à des États-Unis qui ne sont absolument pas en bonne forme d'un point de vue ni économique, ni culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'endettement des États-Unis, je crois tout confondu, est arrivé pratiquement à 100 000 milliards de dollars, tout confondu, hein. Et que les États-Unis comptent aujourd'hui à peu près 100 millions de pauvres. Chose qu'il y a 20 ans, 30 ans aux États-Unis, on n'était pas du tout dans cette norme-là, quoi. Bon, je suis allé pas mal de fois aux États-Unis jusqu'en 2008. Je n'avais jamais vu de gens couchés dans des tentes sur les trottoirs. Enfin, aujourd'hui, ça a explosé, quoi. Donc, depuis 2008, la crise des subprimes, justement, ça a complètement explosé. Il y a à peu près une centaine de millions de pauvres aux États-Unis. Donc, c'est pour ça Et que Donald Trump, il essaye de redresser effectivement la barre au niveau économique et industriel, quoi. Ça, c'est clair. Il n'a pas trop le choix, d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est empoisonné. C'est-à-dire que malheureusement, c'est vraiment empoisonné, quoi. Quant à Vladimir Poutine, bah lui, il essaye effectivement de maintenir la fédération de Russie et de continuer à la tirer vers le haut. voilà, oui. Donc, Et c'est vrai que quelque part, on se dit si Trump lui-même doit faire face à Vanguard, à BlackRock et qu'il pourrait échouer à cause de l'oligarchie, comment peut-on imaginer, nous, en Europe et encore plus en France, avec les patriotes et les souverainistes qui ont du mal aussi à se rassembler, à faire front, il y a quand même un sacré combat à mener. ah, mais il est énorme. Le combat est énorme. Maintenant, le- ce qu'il faut avoir. Bah alors, maintenant, c'est énorme. C'est à la fois énorme, mais à la fois, ça peut changer très vite. Parce que effectivement, bon, BlackRock, Vanguard, on peut se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce sont des colosses, certes, mais des colosses quand même au pied d'argile. Tout peut basculer, je veux dire. Tout est relié à des ordinateurs, à des systèmes Mm. électroniques. Donc je ne vais pas en dire plus, mais je laisse à chacun le soin Oui, oui. le soin D'imaginer, d'imaginer. d'imaginer. Mais et ensuite, bon, après tout, il suffirait aussi qu'en France, un homme politique arrive à nettoyer un peu tout ça avec de l'aide, quoi. Donc aussi.
Rien n'est écrit. Mais ceci dit, nous avons aujourd'hui beaucoup de travail si on veut que ça se réalise. Mais tout est toujours possible, hein, je veux dire. Oui, et de C'est pas travailler à écrit. atteindre un point de bascule, parce que justement, bon, on a diffusé sur je sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle Le point de bascule d'un auteur anglo-saxon. Et dans lequel on apprend que finalement, il faut pas une majorité de la population pour renverser un système. En fait, Oui, à partir d'un infime pourcentage qui va vraiment dans le bon sens, on peut atteindre un point de bascule qui fait chuter un régime, qui fait chuter un système. Et donc là, on peut prendre espoir aussi là-dessus. oui. Nous avons une question de Guillaume, si tu veux bien, Claude. Donc je vais lire la question. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé dans l'affaire Clearstream, les rivalités entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy? Quelles sont les causes? Et il dit, je pose ces questions car on a parlé du retour de Dominique de Villepin. C'est vrai qu'on le voit partout de Villepin là, depuis quelques semaines. Bon, j'ai pas trop, honnêtement, j'ai pas trop travaillé la question de l'affaire Clearstream, hein, donc je vais pas pouvoir rentrer dans beaucoup d'explications. Juste si ça t'amène des commentaires. Oui, mais non, de toute façon, bon, au niveau de Dominique de Villepin, ma foi, pourquoi pas? Je veux dire, il a l'air de prendre des positions assez intéressantes. Après, est-ce qu'il y a possibilité d'un retour? Ma foi, ça va dépendre. Ça va dépendre de comment ça va tourner en 2027, parce que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'en 2027, bon, il faut comprendre qu'Emmanuel Macron n'a pas envie de quitter l'Élysée. Ça, c'est une évidence absolue. C'est-à-dire que s'il a mis Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, En espérant un c'est troisième mandat. c'est pas pour faire joli. Il l'a mis pourquoi? Parce que Richard Ferrand, dans des interviews avec des médias, et notamment 20 minutes il y a un an ou deux, il avait quand même déclaré, et c'est très intéressant, qu'il faudrait modifier la Constitution et permettre à un président qui a déjà brigué 2 mandats de pouvoir en briguer un troisième, voire un quatrième. Mhm. Donc déjà, c'est quand même pas anodin ce genre de remarques au cours d'un interview. Ensuite, Emmanuel Macron a déclaré plusieurs fois, et je vais le citer, et je cite ces termes, que ne pouvoir exercer que 2 mandats était et une funeste connerie. C'est ses termes à lui, hein. Mhm. Donc, est-ce que en 2027, Richard Ferrand va réussir déjà à modifier la Constitution et à faire en sorte que Emmanuel Macron puisse briguer un troisième mandat? La question est posée. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, en admettant qu'il ne puisse pas se représenter, Pas de il souci. se pose de toute façon, lui, en chef de guerre incontesté de l'Europe. Donc il va briller un autre poste, très certainement, à Bruxelles. Donc, c'est là où, en 2027, s'il ne peut pas se représenter, tant mieux. Mais qui va le faire? Et c'est là où, effectivement, il va falloir pousser pour que ce soit quelqu'un qui puisse relever le défi. Mais pas tout seul, parce qu'il faut une équipe, hein, je veux dire, on ne se présente pas comme ça à la poste de président, à la présidence, sans avoir une équipe un peu derrière. Donc il faut des soutiens, c'est pas si simple que ça non plus, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas d'une simplicité que je qualifierais de biblique, quoi. Donc Oui. voilà à peu près où on en est. D'accord. On a une question de l'Irlande 1984, qui nous dit est-ce que le vrai but de Macron est aussi de devenir président de l'Europe? Et c'est vrai qu'on le sent bien dans les starting blocks pour ça. Absolument. Et- Ah, mais ça, il adorerait. Il adorerait, de toute façon, c'est un peu son but, hein. C'est vraiment son but. C'est-à-dire qu'Ursula von der Leyen, à un moment donné, va devoir céder sa place. Et Emmanuel Macron, qui est quand même jeune, hein, c'est pas, contrairement à des hommes politiques qui souvent sont quand même beaucoup plus âgés, pourrait très bien, lui, il se verrait bien à la tête, effectivement, de l'Europe, enfin, du Parlement européen, absolument, oui. Oui, oui. Et de continuer cette politique de va-t-en-guerre et de vouloir absolument pousser pour que cette Europe devienne vraiment une Europe fédérale. Ou, comme je le mentionnais au début de notre entretien,
bien ma foi, il y aura de moins en moins de liberté, de plus en plus de mercenaires lourdement armés aux quatre coins de cette Europe pour réprimer toutes les voix dissonantes et où malheureusement on vivra de moins en moins bien. Ajoutons à cela le crédit social qui est en train de voir le jour de plus en plus avec les caméras, les reconnaissances faciales, etc., etc. Et bon, on voit Et l'éventuel bien que euro le numérique futur qu'on cherche à accélérer. Pardon? Et l'éventuel euro numérique, a priori, que Christine Lagarde veut absolument accélérer. Ah ben ça, c'est dans les starting blocks depuis longtemps. Et effectivement, Christine Lagarde a mentionné que pour l'automne 2025, eh bien, ça va commencer à s'enclencher. Mais ça, de toute façon, on s'y attend, hein. Mais ça, on s'y attend au niveau mondial. De toute façon, les monnaies vont devenir de plus en plus numériques. Il est bien évident que le cash, tel qu'on le connaît et qu'on l'a connu, va depuis malheureusement, on risque de fort de se... Mais il y a encore des pays qui s'accrochent beaucoup à leur monnaie. Je pense que tu avais rencontré ou entendu Aîné Bussac, qui quand même est économiste, et qui s'y connaît bien en monnaie et est sorti de l'euro. On avait eu l'occasion d'interviewer. Un pays comme l'Allemagne, dans lequel il vit, lui, depuis 15 ans, est encore très, très attaché, par exemple, à sa monnaie papier, quoi. Et il semblerait que la France soit un des pays dans lequel on utilise le plus la carte bleue. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a beaucoup de Français, de plus en plus, c'est la carte Visa. Oui, Mhm. absolument. J'ai même vu d'ailleurs des Français payer avec leur montre. Bref, mettre la montre ou le smartphone. Oui. C'est maintenant effectivement de plus en plus courant. C'est-à-dire quand je fais mes courses, ah bah, souvent je vois on paye avec la montre, on paye avec le smartphone. Donc on a simplifié la démarche de manière à ce que ça devienne complètement naturel et si on n'a pas le téléphone, on ne peut pas payer quoi. Oui, Et c'est ça. un peu la même chose lorsqu'on nous a dit attention pendant le Covid, les pièces, les billets, tout ça c'est sale, on peut attraper le Covid avec les pièces et les billets. Ça a quand même beaucoup contribué à ce que les gens payent même pour des petites sommes maintenant en carte quoi. Ça c'est vrai que c'est la propagande, hein, la propagande médiatique, le rouleau compresseur médiatique. On rajoute toujours une couche. Alors, à ce propos d'ailleurs des médias, il faut quand même mentionner qu'on a l'énorme problème que nous avons aussi aujourd'hui. Je dis nous parce que évidemment, je pense qu'on en pâtit tous. C'est le pouvoir des médias propagandistes aujourd'hui, quoi, et de plus en plus. Ça, on a un énorme problème avec ça, puisque c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que de moins en moins on peut mettre les pieds, je parle de moi ou d'autres, hein, dans un média dit mainstream. On peut plus rentrer, on peut plus discuter avec personne. Et la propagande, en fait, bat son plein. C'est vraiment, en plus, c'est unilatéral. C'est-à-dire que de l'AFP jusqu'aux médias, c'est devenu, euh, c'est devenu vraiment, ce sont des marchands de chaos. C'est-à-dire en réalité, ils attisent le feu, ils attisent la haine, et c'est comme ça, malheureusement, qu'une majorité de la population, bien trop souvent, et l'histoire nous le prouve d'ailleurs, part en guerre. Parce que si on regarde bien ce qui se passe, c'est-à-dire un citoyen lambda n'a pas forcément du tout, même d'ailleurs, envie d'aller guerroyer aux quatre coins du monde. Il Dans faut le but. vraiment que derrière, il y ait une propagande soigneusement étudiée, établie, qui le pousse à cela. Si on regarde ce qui s'est passé en 1914, ça a été la haine de l'allemand, la haine du Boche. Il fallait aller bouffer du Boche, mais c'était dans la une des journaux écrits de l'époque. Et les Français sont partis la fleur au fusil, quoi. C'est-à-dire, il fallait aller bouffer de l'allemand, quoi. Il fallait aller bouffer du Boche. Bah, malheureusement, ça a été une énorme boucherie, cette guerre. Mais quand on voit qui est responsable derrière, c'est vraiment les médias. En 1970, dans les années 70-80, moi je me souviens très bien aussi, on a eu droit au péril jaune.
le péril jaune, Oui. c'est-à-dire on devait avoir les Chinois à Paris, on devait avoir l'armée chinoise qui débarque à Paris et qui établit ses quartiers généraux à Paris, gna 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 gna. Et comme aujourd'hui, donc les Russes qui vont envahir la Pologne, les pays baltes, vont Et passer par l'Allemagne et arriver aujourd'hui, jusqu'à Paris. voilà, et aujourd'hui, bien, on a le péril russe. Ah, ben, il faut aller guerroyer contre les Russes, il faut aller bouffer du russe. Non, mais je veux dire, il suffit de regarder sur X moi je suis effaré des fois, même souvent d'ailleurs, des commentaires d'intervenants, de chroniqueurs sur LCI, par exemple, d'intervenants, je me dis, mais c'est c'est- c'est- c'est inconcevable, quoi. Ce sont des va en guerre, on attise la haine, on attise la haine tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Tous comme les jours. tu le décris également, on est vraiment sur un programme de destruction programmée des États-nations Oui. de différentes manières. Si tu peux justement nous revenir là-dessus, parce que tu parlais de par la santé, la culture, le climat, etc. Si tu peux un petit peu dire. Bah, on en revient à ce que j'exposais tout à l'heure, c'est-à-dire que Vanguard, j'en reviens à Vanguard, hein, puisque tout part en fait de Vanguard, et Vanguard, en fait, cette minorité qui est au pouvoir, qui est l'élite vraiment supramondialiste, détient donc une fortune colossale, et en fait leur but, mais c'est des buts, le grand problème, c'est que ce sont des gens très instruits, très éduqués, mais totalement givrés, c'est-à-dire qu'ils sont pas sur des buts positifs, ils sont sur des buts de destruction. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin. C'est un concept un petit peu compliqué à saisir, mais c'est pourtant très important de le saisir. Ce sont des gens qui ne sont pas comme toi ou moi ou ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, toi comme moi, on a nos travers, hein, on a nos qualités, nos défauts. On n'est pas des saints. Personne ne l'est. Ça se saurait s'il y en avait sur cette planète, d'ailleurs, des saints. Mais au moins, on essaye de se remettre en question. Et puis à un moment donné, on se dit, bon, bah, ok, là, j'ai mal agi, très bien, ok. On va tâcher d'aller dans le bon sens et de faire progresser les choses. Cette espèce d'élite là-haut, non. C'est-à-dire, ils ne se remettent pas en question et tout est axé sur faire encore un maximum de profit au dépit de la majorité de la population planétaire. Ils ont un mépris viscéral envers le peuple, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin avec une idée fixe est d'engranger, d'empiler encore plus d'argent et encore plus d'argent, d'accroître leur puissance et d'accroître le contrôle sur les gens. Et d'ailleurs, Jacques Attali l'a très bien résumé dans une vidéo en 1900, dans les années 80, je crois, une vidéo qui est disponible sur le net. Hein. Il donnait une conférence dans un amphithéâtre, je ne sais pas, je me rappelle plus lequel. Il expliquait ce que je suis en train de dire. Et c'est vraiment ça. Il disait, voilà, il y a une élite là-haut qui dirige. En dessous, il y a une caste de privilégiés qui essaieront des fois de grimper au sommet et de côtoyer cette élite. Ils n'y arriveront pas, mais au moins cette caste de privilégiés jouira de tous les privilèges et de tout le confort, etc. Et en dessous, il y aura la majorité de la population de la Terre qui travaillera dans des conditions pénibles, qui survivra mal, qui s'entretuera pour juste des questions de survie propre, et qui sera très misérable. Et il en parlait dans les années 80. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que cette minorité au pouvoir veut s'assurer une continuité d'enrégimentation donc de la population terrestre, et ils envoient des chevaux de Troie dans les sociétés pour les saper petit à petit et les détruire. Et quand je parle de chevaux de Troie, ce sont des chevaux de Troie tels que par exemple dans le domaine de la santé, le Covid-19, toute cette pseudo-crise sanitaire est un cheval de Troie qui a été destiné à saper tout le domaine de la santé et à imposer le diktat de laboratoires pharmaceutiques, à grand renfort de publicité, de propagande, d'enrégimentation, d'ordre fou, de lois liberticides, etc., etc. Mais c'est voulu, ça a été voulu parce que, en réalité, cette élite là-haut
fait en sorte que ces chevaux de Troie sapent. Et alors, ils ont des intermédiaires qui vont effectivement travailler pour envoyer les chevaux de Troie et mieux les organiser. Et les intermédiaires, ce sont, comme je les appelle, les valets ultra-friqués, comme Bill Gates dans le domaine de la santé, puisque c'est lui quand même qui finance aujourd'hui à 2 tiers l'OMS, il faut le savoir, c'est Bill Gates. C'est ça qui est très intéressant. Donc lui, son domaine, c'est la santé et les plantes. Parce qu'avec Monsanto, à l'époque, il avait racheté il y a 15 ans une île perdue au large de la Norvège, qui s'appelle Svalbard, dans laquelle il a fait construire un gigantesque bunker gardé nuit et jour par des mercenaires lourdement armés, dans lequel il entrepose toutes les semences du monde entier. Non pas pour les faire juste pour les préserver et que ça rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, non, pas du tout. Il les met là pour expérimentation, les transformer en OGM, en hybride et les breveter et gagner de l'argent. Ça, c'est Bill Gates. À côté, on a George Soros, qui lui, c'est le spécialiste des coups tordus, c'est le spécialiste des printemps arabes, entre autres, c'est-à-dire via son association l'Open Society, enfin ses fondations plutôt, entre autres, tous les coups fourrés, toute la déstabilisation de gouvernement, c'est Soros. Et lui a un autre domaine aussi de prédilection, c'est les laboratoires de haute sécurité en recherche épidémiologique. Il faut savoir, et ça c'est une petite, grâce à un ami écrivain qui s'appelle Philippe Broca, qui avait sorti un ouvrage très intéressant sur le sujet, sur le corona, il m'avait appris et je l'ai vérifié, et c'est vrai, que Soros avait financé un laboratoire de recherche privé à Wuhan, en Chine, à côté, quasiment à côté, pas loin, du laboratoire que l'on connaît tous, qui a été financé par moitié par la France, par les Américains et par les Chinois, donc à Wuhan. Et lui, donc, a financé un laboratoire privé de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire, je ne me souviens plus du nom de la rue, et je me souviens très bien du numéro. Il est au numéro 666 d'une rue à Wuhan. Donc c'est J'allais te intéressant. dire. Si tu me demandais un numéro, oui, je t'aurais cité 666. Oui. Intéressant. Et, et alors après, donc on a donc Gates, Soros et on a les GAFAM. Google, parce qu'en fait, il faut contrôler l'information. Et qui contrôle l'information aujourd'hui? C'est les GAFAM. C'est-à-dire, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, et alors, on nous présente à chaque fois les petits génies des GAFAM comme étant des petits génies. Ils ont démarré, oui, oui, Google, Zuckerberg, tout ça, ils ont démarré dans leur petit Dans le garage avec leur garage. Ils ont tous démarré dans leur garage. démarré dans le garage. Et puis, Jeff Bezos, lui, Amazon, a démarré une petite librairie, machin. Ouais, ouais, enfin bon. Ça, c'est le folklore, c'est la légende urbaine, parce qu'en réalité, tous, ils ont été approchés par la CIA et financés par le fonds Carlyle, un fonds souverain privé de la CIA avec des milliards et des milliards de dollars. Tout ce que je dis là, d'ailleurs, entre parenthèses, est sourcé, documenté. C'est pas, c'est sourcé, documenté, et ça existe vraiment. Donc, voilà. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, malheureusement, les fondateurs de Google, comme Zuckerberg, comme Bezos, eh bien, à partir du moment où ils ont été financés, approchés par la CIA, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Donc en fait, les censures qu'on se prend et qu'on se prend toujours et qu'on s'est pris pendant la période Covid surtout et qu'on se prend toujours de temps en temps, via YouTube, c'est les patrons de Google. Alors Zuckerberg a levé le pied sur les censures de Facebook depuis que Donald Trump a été élu, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, bon, ça avance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que via donc cette oligarchie, via Gates, Soros et les GAFAM, ils envoient donc les programmes via les fameux chevaux de Troie, donc via le domaine de la santé, ça je viens d'en parler, via le climat, tout ce délire de réchauffement climatique et d'escrologie, c'est aussi leur œuvre à eux, toutes ces implantations d'énergie qui ne fonctionnent pas comme l'éolienne, comme les usines de méthanisation, et comme aussi les panneaux solaires, les champs de panneaux solaires. Un panneau solaire, ça va très bien pour une petite habitation, mais de là à faire des champs de panneaux solaires, faut arrêter les stupidités. Et ça, c'est aussi donc dans le climat. Ils œuvrent aussi au niveau de la nourriture. Toute la nourriture de plus en plus frelatée, c'est-à-dire gorgée de sucre, sans que les gens le sachent. Parce que le problème, il est là aujourd'hui, c'est que quand on achète du jambon ou des charcuteries un peu partout sous blister, il suffit de regarder la composition, il y a du sucre de partout. Donc quelqu'un qui a même pas envie de manger du sucre, il en mange quand même. Sans compter toute la bouffe chimique aujourd'hui qui est gavée quand même
de pesticides, de fongicides, d'hormones, de médicaments, de résidus de médicaments, etc. Bon, bref. Et ça, c'est voulu aussi. Parce qu'à partir du moment où une population grossit de plus en plus, et c'est malheureusement le cas aux États-Unis, et c'est malheureusement de plus en plus le cas en Europe, moi je vois de plus en plus de jeunes obèses qu'on ne voyait pas à l'époque où moi j'étais jeune. Il y avait de temps en temps je dirais, quelqu'un d'un peu enveloppé, mais c'était pas une majorité aujourd'hui. Force est de constater qu'il y en a beaucoup. Mais c'est quoi le responsable? C'est un dérèglement hormonal et le sucre. Mais dérèglements hormonaux, ça vient bien de quelque chose. C'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Mais qui soigne les dérèglements hormonaux aujourd'hui et les diabètes, etc., c'est Big Pharma. Qui est actionnaire de Big Pharma? On en arrive toujours à BlackRock et Vanguard. Enfin, c'est intéressant parce que quand on commence à regarder un petit peu tous les tenants et les aboutissants, regarde. Et voilà, donc, et destruction ensuite par le wokisme et l'LGBTQ, etc., etc. Tous les programmes pourris de l'éducation nationale, comme quoi maintenant il faut éduquer sexuellement tous les bouts de chou entre 1 et 4 ans, il faut qu'ils décident presque de leur orientation sexuelle, mais oui, bien sûr. Bah tiens donc, mais ça c'est encore l'œuvre effectivement de cette oligarchie via Gates, Soros, etc., etc. Il faut avoir bien conscience que tous ces programmes-là ne viennent pas comme ça, comme par magie, comme par enchantement. Ils sont là depuis longtemps et à force de les distiller, de les envoyer, de les pousser, eh bien malheureusement, de plus en plus, on est envahi par des lobbies qui n'ont même pas lieu d'être. Et d'ailleurs à ce sujet, et je vais en terminer là-dessus pour ce panorama. Le planning familial, par contre, par exemple international, qui l'a créé? Ben, c'est grand-père Rockefeller. Faut le savoir, le fameux planning familial international, c'est grand-papa Rockefeller qui l'a créé, quand même. Faut le savoir. Ça, c'est intéressant, quand même. Oui, c'est dit, ce serait intéressant de bien maîtriser les femmes et puis voilà, pour pouvoir avoir les asservir plus facilement. Voilà, on fait un planning familial et puis comme ça, on gère les enfants à venir, on gère tout ça, quoi. Exactement. Il y a une Exactement. question intéressante de l'Irlande à nouveau, sur, avec la volonté de Trump de déclassifier certains grands dossiers comme l'assassinat de JF Kennedy, est-ce que ça peut avoir un impact quand même sur ces gens comme Gates, Soros, Vanguard, BlackRock, et cetera? Qu'est-ce que tu Bah, penses de est-ce que ça peut en faire tomber quelques-uns ou est-ce que finalement ça va leur passer au-dessus? alors, j'ai un peu des doutes parce que déjà pour l'affaire Epstein, ça Oui, devait être déclassifié. oui. J'ai malheureusement pas vu grand-chose. Mmh. Pour l'instant, force est de constater qu'il y a rien. Rien de ce qu'on savait déjà, Oui, et pourtant, il y a beaucoup de choses qui pourraient être révélées. Quant à JFK, bah, je sais pas, j'ai vu passer là que ça devait être déclassifié. Apparemment, j'ai vu passer quelques rapports là-dessus. mmh, Ils ont pas déclassifié grand-chose et on n'apprend pas grand-chose. Donc en réalité, c'est toujours le même problème, c'est que déclassifier des rapports, c'est bien si c'est réellement fait oui. et si les rapports n'ont pas été caviardés. Oui, oui, tout à Mais fait. le problème, c'est que ces rapports secrets ont souvent été caviardés. Donc, qu'est-ce que, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Encore une fois, Donald Trump, bah, il est un peu coincé. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que Donald Trump, il est en train de donner des coups de pied dans la fourmilière. Il a donné un coup de pied très intéressant dans l'UCED, Oui. qui justement finançait tout un tas d'ONG glauques, etc., etc., y Et compris leur faire d'ailleurs des l'Ukraine, subvences et y cetera. compris en Ukraine, etc. Maintenant, c'est compliqué parce que il y a quand même à côté le complexe, à côté de lui, il y a quand même le complexe militaro-industriel américain qui lui va pas s'arrêter de tourner demain et il y a aussi tous les services secrets, hein, faut quand même pas les oublier. Il y a la CIA, la NSA, le DARPA. Et là, on est quand même dans du lourd. Donc en réalité, il a une marge de manœuvre intéressante d'un côté et de l'autre, c'est pas si simple que ça, quoi, hein. C'est-à-dire parce que c'est quand même une grosse machinerie, L'État le haut profond du américain. panier aux États-Unis, quoi. Plus le Pentagone derrière, c'est compliqué. Alors, bravo à lui, hein, de faire pour l'instant ce qu'il fait, mais chapeau, parce que c'est pas simple. En plus, le problème qu'un président américain a, c'est le temps.
Bah oui, 4 C'est-à-dire ans. que malheureusement, il a 4 ans devant lui et quelquefois même 2 ans, puisque, comme on le sait, il y a les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat, ça peut très bien s'inverser. Si dans 2 ans, Donald Trump est un peu désavoué, ça peut très bien s'inverser. Donc en réalité, c'est trop court. C'est-à-dire que en fait, c'est complètement idiot cette constitution américaine, mais c'est certainement voulu. C'est-à-dire qu'un mandat de 4 ans, c'est trop court. Comment peut faire un homme politique à la tête d'une nation de 370 millions d'habitants quand même? Comment on peut faire en 4 ans pour réformer beaucoup de choses? Quasiment pratiquement ingérable. Et ça, je pense que c'est voulu pour que personne n'arrive vraiment à modifier énormément beaucoup de choses. C'est un énorme problème. Alors, à l'inverse, on a un Vladimir Poutine qui, lui, peut être présent, je crois, en Russie jusqu'en 2030. Alors, certains me diront, ou 2035, je ne sais plus. Alors, certains me diront, c'est trop. Oui, mais d'un autre côté, peut-être. Mais d'un autre côté, il a eu le temps de faire des choses pour améliorer la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, il l'a fait. Parce on peut critiquer Vladimir Poutine autant qu'on veut, n'empêche que, eh bien, moi, je pense, je regarde les faits et je compare le PIB du citoyen russe à la chute du mur de Berlin et je regarde le PIB russe, du Aujourd'hui. citoyen russe ou le PIB de la Fédération de Russie aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Mm. Il n'y a pas photo. Je ne dis pas que c'est un pays où tout est bien. Je dis juste qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre la chute du mur et aujourd'hui. Tout comme Oui, il en faut voir Chine. dans quel état était le pays et comment ça avait été organisé pour vraiment mettre la Russie à sac et à Voilà. genoux et pouvoir Voilà. profiter finalement de ses biens, de ses terres, de ses minerais, etc. Je pense. Voilà, et c'est comme en Chine, hein. Il n'y a pas photo non plus. Il n'y a pas photo entre la fin de Mao Tse-tung, où en était le Chinois moyen. Il y a beaucoup de Chinois qui mouraient de faim, hein, faut le savoir, et où en est la Chine aujourd'hui. Alors après, on peut critiquer Xi Jinping, hein, on peut dire ouais, mais bon, nani, nana. Oui, bah n'empêche qu'il n'y a pas photo aujourd'hui, en Chine, les Chinois ne meurent plus de faim, alors que à l'époque de Mao Tse-tung, il y en avait certains qui mouraient de faim, oui. Oui, oui. Donc, alors évidemment, un dirigeant peut être critiquable, mais s'il a du temps devant lui et apporter de bonnes choses à son pays, c'est bien. Alors après, le problème, c'est d'avoir quelqu'un de bien à la tête d'un pays. Ça, c'est toujours le même problème. Si on lui donne du temps, il faut qu'il soit bien. Parce qu'effectivement, s'il n'est pas bien et s'il a 10 ans devant lui, là, alors là, ça va être compliqué. Mais on le voit avec Emmanuel Macron, hein. Je veux dire, je suis désolé, ça fera 10 ans qu'il était à la tête de la France. Est-ce que le bilan, enfin, ça fera 10 ans à la fin de de son deuxième mandat. En 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour la France? Mais il a réussi à détruire la France. Ben voilà, ben voilà. Mm. Alors, on parle justement bon, des hommes d'État, l'homme providentiel ou pas providentiel, mais une société, c'est aussi une somme d'individus. Donc, nous sommes tous à notre niveau, et puis notamment bah, les gens qui nous regardent ce soir, des combattants, des résistants. Quelle est ta vue, disons, justement, fort de ce constat, fort de tout ce qui ne va pas et du challenge qui est devant nous? Comment toi, tu vois l'individu? Qu'est-ce que tu conseilles individuellement à chacun comme si nous étions une équipe ou une armée de petits colibris et que chacun peut faire sa part? Ce que j'aimais bien cette image que donnait Pierre Rabhi. Quel rôle tu pourrais donner à chaque individu? Quel conseil tu pourrais donner pour qu'on puisse changer les choses? Je pense que chaque personne peut dire non à un ordre liberticide. Chaque personne peut dire non à une loi liberticide. Je pense que chaque personne, ce sera un devoir d'analyser vraiment les lois et les ordres venant d'un gouvernement et de décider si oui ou non euh, cette loi ou cet ordre doit être effectivement approuvé ou va dans le bon sens ou pas. Donc ce qui veut dire que je pense que ce sera un devoir de chaque personne d'entrer dans une désobéissance civile non violente et de frapper quand il faut du poing sur la table en disant je ne suis pas d'accord. Je vais donner un exemple simple. Quand on impose un drag queen, comme la mairie de Bordeaux l'a fait, pour aller compter fleurette à des bouts de choux entre 1 et 4 ans, Mm. moi je serais parent, j'irais.
sans blague, hein. J'aurais bondi dans le bureau du maire, j'aurais fait éruption, j'aurais frappé du poing sur table, je lui ai dit non, hors de question. Je n'ai rien contre les drag queens, je leur ai dit, mais j'ai tout contre le fait qu'ils donnent des cours, qu'il aille lire des contes à des enfants, enfin à des bouts de chou, quoi. Je veux dire, encore une fois, je n'ai rien contre les drag queens, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est une sphère privée. Mais à partir du moment où de la sphère privée, ça déborde sur une sphère d'une majorité de la population, je dis non. Si chaque personne prend effectivement ses responsabilités réellement, dire je ne suis pas d'accord pour ça, et le montre, je pense que c'est un devoir de le faire. Si dans la période de la crise sanitaire, il y a eu plus de gens pour s'opposer à ce port du masque débile là, qui en fait ne sert strictement à rien, ne servait à rien et ne sert toujours à rien d'ailleurs, entre parenthèses, c'est prouvé par des études. Donc il y a même l'AFNOR a rendu un rapport là-dessus en disant que le maillage du masque bleu chirurgical, il est de 0,32 microns et qu'un virus, il fait entre 0,06 et 0,12 microns. Donc il faut arrêter de nous bassiner avec l'efficacité du masque chirurgical bleu qui en fait n'a qu'une seule efficacité, c'est quand un chirurgien va opérer un patient en milieu stérile, je dis bien en milieu stérile. Ça c'est la seule efficacité du masque. Après, pour le reste, ça n'a aucune efficacité. Et j'en ai vu encore aujourd'hui, une dame, au volant de sa voiture toute seule avec le masque. Il dit, quand même, Ah il oui, faut il le y en a faire. encore. Ah, il y en a encore. Il y a encore des réfractaires. Mais voilà. Mais en fait, je pense que c'est un devoir. C'est un devoir de montrer son désaccord. Parce que si personne ne montre jamais son désaccord, bah, les choses vont continuer à aller de mal en pis, puisque on a une autoroute devant. Hein. Enfin, je veux dire, on a une autoroute. L'État a une autoroute devant lui si personne ne s'élève en disant eh oh, vous êtes gentil, mais nous, on n'est pas d'accord. Là, Emmanuel Macron veut nous entraîner à une guerre insensée contre la Fédération de Russie. Je pense que c'est un devoir pour chaque Français de dire non, on n'est pas d'accord. Après tout, je veux dire, c'est quand même, ça serait quand même logique. Et je C'est pense que logique, mais si de plus en plus de gens faisaient ça, à un moment, le gouvernement n'aurait pas les coudées aussi franches qu'il l'a. Je veux dire, c'est quand même pas, c'est même pas compliqué. Je vais donner un petit exemple simple. Je veux dire, quand a éclaté cette crise sanitaire, et je reconnais ça à Florian Philippot, il a organisé chaque samedi une manifestation devant les fenêtres donc, du ministre de la Santé. Et je le sais parce que souvent avec mon épouse, nous étions à Paris, nous venions à Paris pour manifester. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Florian Philippot a organisé une manif chaque semaine. Bravo à lui, c'est le seul homme politique qui l'a fait. tout à fait. Voilà, ça c'est rentré en désobéissance civile non violente. Il n'y avait pas de violence, il a organisé des manifestations et tous les manifestants qui étaient là, et Dieu sait si mon épouse et moi, avec aussi des patriotes normands, on est venus souvent à Paris manifester, etc. etc. Pas plus de violence, donc, mais c'était une désobéissance civile non violente. On n'était Tout à fait. pas d'accord. Je pense que malheureusement, au bout d'un moment, ça s'étiole parce que les gens, bon, après, je sais pas, ils perdent un peu leur but ou ils perdent un peu le motif ou la foi, etc. etc. Mais n'empêche que c'est ça. S'il y a de plus en plus de gens qui montrent leur désaccord, au bout d'un moment, l'oligarchie à la tête de notre pays, il sera obligé de revoir sa copie. Hein. Mmh. Et je pense que si individuellement on a chacun un rôle, c'est de donner courage justement à toutes ces gens qui se pensent être tout seuls à penser comme nous, se pensent être tout seuls en résistance dans leur petit coin, alors que finalement le voisin à 200-300 mètres l'est également et se pense également tout seul. Donc c'est vrai qu'il faut continuer à communiquer, à parler de tout ça, Mais heu, absolument, absolument. pour résister. Mais si personne ne dit rien, on se retrouve avec, évidemment, l'État continue. Moi, je veux dire, moi, c'est vrai que moi, j'ai vu des programmes de l'éducation nationale, mais c'est ni fait ni à faire. Je me dis, mais les parents, ils font quoi, là, avec leurs gamins? Ils ont l'air d'être d'accord. Ah bah, Et il y a un petit geste que je lis dans le chat à côté, une action individuelle qui, additionnée, pourrait faire énormément de bruit, c'est effectivement que les fameux livrets de préparation à la guerre, ah si quand on les reçoit, si tout le monde les retournait à l'Élysée, heu, absolument.
je pense que là, c'était une belle action collective qui pourrait être faite, puisque dans ce que je lisais, pas dans ces commentaires-là, mais ces derniers jours, on a le droit, je crois, de le refuser, de Oui, demander à ce qu'il soit retourné à l'envoyeur. Hein, oui, tu as oui, entendu oui. parler de ça aussi? Tu connais le principe ou... Je n'ai pas regardé vraiment le principe, mais apparemment, oui, on peut le refuser et le retourner à l'envoyeur. Absolument. D'accord. Donc c'est vrai que ça pourrait être une belle action de Et ça renvoyer serait quelque chose. gratuit, apparemment, c'est gratuit. Je pense que on peut effectivement le retourner gratuitement à l'envoyeur. Donc voilà, ça c'est une action de Citoyenne. désobéissance civile, voilà, indispensable. Tout à fait. Pas obligé d'accepter. Quand on voit le prix que ça va coûter, en plus, la réalisation de ce manuel, l'impression, l'envoi, je crois que j'avais vu passer un chiffre de 28 millions d'euros, je crois. 28 millions d'euros pour imprimer un manuel, pour envoyer un manuel à tous les Français. Non, mais Tout à fait. c'est- Ah oui, donc je lis, il y a AGR qui met en commentaire, a priori, le retour est gratuit si on ne l'ouvre pas, en fait. Il faut le oui, retourner tel quel, en fait. oui. Oui, oui, il faut le retourner tel que, oui. Ah bah oui, si on l'ouvre, moi, ça va être compliqué. Non, non, il faut le retourner tel que. Aussi vite arrivé, aussi Ouais, vite renvoyé. Terminé, on n'en parle plus. voilà. Bon, bah, écoute, on a passé une très belle heure ensemble. Toi, ça passe très, très vite. Je te remercie. Je ne sais pas s'il y avait également a priori, il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc Irlande confirme quand le courrier n'est pas ouvert, on marque sur l'enveloppe retour à l'expéditeur et on le met directement dans la boîte aux lettres. Voilà. Voilà, Est-ce que retour à tu aurais l'envoyeur. une dernière chose à ajouter, mon ami Claude? Non, bah écoute, je pense que, écoute, c'était un plaisir d'échanger ce soir et à refaire. Bah, très volontiers, très À refaire. volontiers. Non, ce qu'il faut, c'est rester de plus en plus, être encore plus vigilant et faut vraiment y aller, quoi. C'est-à-dire, bon, alors je sais que c'est pas facile, hein, entre le travail, les responsabilités, la famille, etc. Bon, moi, j'ai une position un peu plus privilégiée parce que je suis à la retraite, mais bon, c'est pas le moment de baisser les bras. Je dis pas ça pour ceux qui nous écoutent, mais il faut vraiment propulser l'information, les bonnes informations de plus en plus et il faut pas hésiter, quoi. En tout cas, merci, merci aux patriotes et merci à Florian Philippot qui, moi, depuis le début, j'ai trouvé ça extrêmement admirable ce qu'il a fait pour s'opposer à cette folie sanitaire. Et il continue d'ailleurs, il continue, et c'est le seul qui l'a fait à C'est l'époque. exemplaire et c'est vrai que c'est le seul à s'être mobilisé comme ça. Je ne connais pas d'autres hommes politiques, même Non, dans l'histoire communiste, qui mouillent autant la chemise finalement. Donc on le salue parce que je sais que de temps en temps, il regarde nos vidéos après sur le. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur le YouTube Discord des Patriotes, comme toutes les autres vidéos des interviews qu'on a faites depuis septembre. Et j'en profite également pour souligner également ton livre, de toute façon, et ton ouvrage avec ton co-auteur, que les Patriotes présenteront, puisqu'il y a une conférence avec ton co-auteur Jean-Louis Zambert fin avril. Alors, je crois que la date a changé. Au début, ça va être le 27 avril, mais je crois que ça va changer. Donc, fin avril, les Patriotes du 33, donc Bordeaux, feront une soirée avec ton co-auteur pour parler de votre livre commun. Voilà. super, super, Voilà. super. Donc, en tous les cas, merci beaucoup, Claude, pour ce moment. Et effectivement, ce sera à Merci à toi. renouveler. C'était très plaisant. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient en ligne, qui ont posé leurs questions. Et puis, ben, à très vite pour un prochain numéro sur le Discord des Patriotes. Absolument, on ne lâche rien. On ne lâche rien et on continue la résistance. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup.